Bienvenue dans le débat sur France 24. Une nouvelle passe d'armes entre la France et la Turquie. Recep Tayyip Erdogan a appelé au boycott des produits français et il a évoqué une campagne de lynchage des musulmans par certains leaders européens. À 2 reprises ce week-end, le président turc a mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron en dénonçant ses positions à l'égard des musulmans. Emmanuel Macron avait promis que la France continuerait de défendre les caricatures dans son discours lors de l'hommage national au professeur Samuel Paty, décapité dans l'attentat de Gonflans-Sainte-Honorine. Paris a rappelé son ambassadeur à Ankara pour protester contre des propos inacceptables du chef de l'État turc. Angela Merkel, son porte-parole en tout cas, condamne des propos diffamatoires contre Emmanuel Macron. Alors que se cache-t-il derrière cette crise? Jusqu'où ira la dégradation des relations entre la France et la Turquie et plus largement entre les leaders européens et la Turquie? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Rigoulet-Rose, bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé également à l'IRIS, auteur de Géopolitique de l'Arabie saoudite. Avec nous également Antoine Basbous, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Observatoire des pays arabes, auteur de Le tsunami arabe, et c'est chez Fayard. Par Skype et de Genève, Asni Abidi est avec nous. Bonjour, politologue et directeur du Centre d'études de recherche du monde arabe et méditerranéen. Bienvenue à vous. Par Skype également, mais à Paris cette fois, Nora Seni. Bienvenue, professeure à l'Institut de géopolitique de l'Université Paris 8, ancienne directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Bienvenue à tous les quatre. Avant de démarrer cette discussion, on écoute le président turc. Je le dis maintenant à mon pays, tout comme on dit en France de ne pas acheter de marque turque. J'appelle ma nation, ici et maintenant, n'accorder aucune attention aux produits français. Ne les achetez pas. Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. David Rigoulet-Rose, que se passe-t-il? Est-ce que c'est une nouvelle étape effectivement dans la dégradation des relations entre la France et la Turquie? Ah oui, il y a incontestablement une accentuation de cette dégradation qui est pas nouvelle. Hein. Les relations étaient déjà quand même passablement problématiques. Notamment depuis la fin 2019, puisqu'il y avait d'abord au niveau extérieur, il y avait un certain nombre de dossiers qui se sont accumulés, dont les Français étaient partie prenante, directement ou indirectement. Il y a eu notamment la question effectivement de l'opération turque dans le nord de la Syrie, qui visait spécifiquement les Kurdes qui étaient partie prenante de la coalition dans la lutte contre Daesh. Ensuite, il y a eu l'ingérence justement turque dans la situation libyenne, qui a d'ailleurs été déterminante dans le renversement sur le terrain de la réalité militaire. Et puis, il y a eu évidemment les tensions accrues en Méditerranée orientale à propos de la prospection sur les hydrocarbures. Pour finir... Et là, à chaque fois, vous avez Macron versus Erdogan. Alors, il se trouve que dans les principaux dossiers, il y a effectivement une personnalisation du conflit qui se concrétise. Même si ce n'est pas un problème de personne en soi, mais incontestablement, il y a effectivement un jeu de personnes, qui n'est pas un jeu d'ego, mais qui traduit incontestablement une tension personnelle entre les deux personnes. Antoine Basbous, il y a une tension personnelle entre le président français et le président turc? En tout cas, on ne voit pas du tout d'affection ou d'atome crochu entre les deux chefs d'État. Sur tous les plans de la Libye jusqu'au Haut-Karabakh, en passant par la Méditerranée et la question kurde, et en même temps le flux migratoire, il y a toujours eu ce choc entre les deux hommes, entre les deux politiques, entre les deux intérêts des deux pays. Et aujourd'hui, on atteint un paroxysme. Aujourd'hui, il y a une étape qui a été franchie par, en fait, la diffamation. Tenir des propos par un chef d'État contre un autre chef d'État en utilisant un langage de charretier, ça s'est rarement vu. Donc là, M. Erdogan a dépassé tous les bords. D'où le rappel de l'ambassadeur de France. D'où le rappel de l'ambassadeur, d'où aussi le fait que plusieurs voix européennes se sont fait entendre pour rappeler un peu à l'ordre le président turc. Mais le président turc, par exemple. Pardon ? Le porte-parole d'Angela Merkel, par exemple, oui, qui a condamné. Oui,
la patronne de l'Union européenne, le président Michel. Il y a plusieurs voix européennes qui se sont exprimées pour condamner les propos d'Erdogan. Ce qui montre qu'on a passé un cap. Nora Seni, les relations entre la France et la Turquie, alors c'est vrai qu'elles se sont encore tendues depuis 2019, le rappelait David Rigoulet-Rose, mais on peut dire que ça fait à peu près 10 ans, donc il y a tout de même des tensions. On se souvient des résistances françaises à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. On se souvient également de la loi de 2001 sur le génocide arménien, qui justement avait entraîné là aussi des frictions. Qu'en pensez-vous? C'est il y a 10 ans tout de même que ça commence à être très tendu entre la France et la Turquie? Écoutez, il y a plus de 10 ans, en fait. C'est à partir de 2000. Moi, je mettrai cette date à 2007, à partir du moment où Nicolas Sarkozy, avec Angela Merkel, ont énoncé cette phrase: la Turquie n'a pas vocation à rejoindre l'Union européenne un jour. Donc, elle est dans un processus d'adhésion, mais un processus dont l'aboutissement est incertain. À partir de cette date-là, les relations se sont tendues. La Turquie avait jusque-là, la Turquie d'Erdogan aussi, avait joué le jeu d'une adhésion et de ce que l'adhésion exigeait de la Turquie comme réforme. Et à partir de là, quand c'est cette dénégation des accords, d'une certaine façon, a été énoncée, il y a eu commencement de tensions et la Turquie a bifurqué. J'attribue le moment crucial à cette date-là, a bifurqué vers des alliances qu'elle a élaborées depuis avec les pays arabo-musulmans régionaux. Elle a changé de... Voilà. Et de là, elle a élaboré une politique où, en fait, elle va jusqu'où elle peut aller. C'est-à-dire, on se demande toujours jusqu'où ira Erdogan. Erdogan ira jusqu'où le manque de réaction européenne l'autoriseront. Hacheteh Abidi, est-ce qu'on a justement franchi un nouveau cap? Quels sont vraiment les objectifs d'Erdogan? Est-ce que c'est la bataille pour le contrôle de l'islam? Le président Erdogan est un homme pragmatique. Il se considère dans une campagne électorale permanente, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire pour séduire l'opinion publique musulmane. Mais nous avons affaire, à mon avis, à un duel, à une opposition qui dépasse largement les deux personnes. Il s'agit de deux visions politiques complètement contradictoires, deux stratégies aussi qui divergent, et portées par deux hommes qui espèrent vraiment jouer des rôles très importants, très avancés, dans un environnement international où on assiste à un retrait des Américains et à des fenêtres stratégiques très importantes. Et du coup, il n'y a probablement pas de place pour les deux, d'où cette récupération, cet usage politique stratégique de plusieurs enjeux. Et le dernier en date, c'est l'enjeu, bien sûr, de l'islam et de la situation des musulmans en France. Et le dernier, c'est bien sûr la question de blasphème. Pourquoi dites-vous qu'elles sont contradictoires, ces deux approches? Parce qu'aujourd'hui, la Turquie veut exercer une influence très importante dans des zones qui étaient jusque-là considérées comme une zone stratégique exclusivement réservée à la France. Quand vous avez le ministre des Affaires étrangères turc faire une tournée dans les pays du Sahel, c'est nouveau dans la diplomatie. Quand aujourd'hui vous voyez que la Turquie est devenu un acteur déterminant dans le conflit libyen, ça a été évoqué, mais aussi en Algérie, on a bien vu presque un début d'alliance entre la Turquie et l'Algérie pour unifier leur position dans la crise libyenne. Mais ça va au-delà, on voit bien son rôle, bien entendu, dans le Nagorno-Karabakh et d'autres conflits. Et la France aussi est consciente qu'il y a une carte à jouer dans cette région du monde, et les enjeux économiques sont très, très, très importants, et elle ne peut pas laisser la place au président Erdogan, sans oublier que la Turquie, avec son modèle de la patrie bleue, ne veut pas être, comme elle le dit, humiliée une deuxième fois, et elle veut aussi, elle revendique son droit au partage des richesses de la région qui va au détriment, bien entendu, de certains pays, et notamment de la France.
David Rigoulet-Rose, donc ce serait un partage, enfin une sorte de bataille politique sur le contrôle d'une partie du monde, c'est ce que dit Hasni Abidi? Oui, alors il y a le volet extérieur, évidemment, mais il n'est pas dissociable du problème intérieur, à la fois turc d'ailleurs et français. Parce que concernant le président Erdogan, il est en difficulté sur le plan intérieur, notamment une crise économique. D'ailleurs, la livre vient de plonger assez lourdement. Donc il y a des difficultés, effectivement, de la part du président Erdogan, qui a perdu 2 grandes municipalités aux dernières élections, en l'occurrence Ankara et Istanbul, donc c'est pas anodin. Il s'est rapproché de l'extrême droite nationaliste et donc il veut se positionner effectivement comme un défenseur de l'islam à l'extérieur. Et ça pose le problème interne aussi du côté français, compte tenu du contexte actuel, qui est particulièrement problématique. Il y a la question très très sensible de l'islam français et de la dimension potentielle de l'islam politique qu'il est censé incarner, ou en tout cas qu'il a des velléités pour incarner, justement parce qu'il profite du retrait américain sur le plan géopolitique et il veut, d'une certaine manière, aussi marginaliser un leadership saoudien qui, jusqu'à présent, était prépondérant. Et donc, pour lui, c'est une manière de s'affirmer à la fois sur le plan interne et sur le plan externe. Mais il y a des enjeux considérables pour la France. Et c'est pas un hasard s'il s'attaque à la laïcité française. De manière paradoxale, dans la mesure où Atatürk s'était inspiré du modèle de la laïcité française au moment de la constitution de la Turquie moderne. Alors le CFCM appelle les musulmans de France à défendre l'intérêt du pays. C'est le Conseil français du culte musulman qui a réagi. Les musulmans de France ne sont pas persécutés. Donc là, c'est ce qu'il a martelé, ce CFCM, aujourd'hui. Est-ce qu'on est, Antoine Basbous, dans une configuration où finalement cet attentat contre Samuel Paty est devenu une opportunité politique pour Erdogan? Ça a été un révélateur de beaucoup de choses. Sur la scène française, on a pris conscience qu'il y a un vrai danger, une vraie menace. Et comme l'attentat a été commis sur un professeur, toute la société s'est liguée. Ce n'est pas contre un gendarme, un policier ou un soldat. Donc la nuance a été importante pour réveiller un peu les consciences françaises sur ce danger. En même temps, les propos tenus fermes par le président de la République ont suscité chez M. Erdogan des réactions. Parce que M. Erdogan est dans la posture. Il veut être le nouveau calife. Il veut être le leader du monde sunnite en détrônant les Saoudiens ou encore les Égyptiens. Et pour jouer ce jeu-là, il faut qu'il aille très fort, très loin, en s'appuyant sur ces réseaux des frères musulmans. Cette confrérie qui a sa base arrière en Turquie, ces réseaux ainsi que ces médias également en Turquie, elle est protégée par Erdogan et c'est elle qui a diffusé sur les réseaux sociaux, dans le monde arabe et ailleurs, la campagne de boycottage. Nora Sini, donc c'est porteur, ce discours de Recep Tayyip Erdogan, justement du côté de ces réseaux. On sait que la Turquie contrôle la moitié des 300 imams détachés dans les différents pays étrangers, que la Turquie cherche aussi à implanter des écoles turques en France. L'Allemagne, d'ailleurs, a mis du temps à réagir. C'est porteur, ce type de discours? Je ne sais, on ne peut pas savoir, si vous voulez, du moins, moi, je ne sais pas combien ce discours est porteur auprès de la population musulmane ici. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que le président turc a une stratégie qui est de créer l'événement et après de le pousser pour voir jusqu'où on peut aller avec cet événement-là. Il crée une position opportuniste. Là, il a vu une opportunité d'exprimer de nouveau sa position vis-à-vis de la France, bien sûr, mais du monde occidental. Sa nouvelle idéologie, la nouvelle idéologie qui prime aujourd'hui en Turquie n'est pas tellement l'islam, mais c'est l'anti-occidentalisme. Erdogan martèle à qui veut l'entendre et à chaque issue de réunion que la raison du retard, et là il reconnaît un retard du monde musulman sur le monde occidental, la raison de ce retard serait le fait que le monde islamique ne se ligue plus, ne discute plus entre elles, et le fait d'avoir suivi le monde occidental, de l'avoir pris pour modèle. Donc, un anti-occidentalisme tous azimuts. C'est sa politique.
Et c'est une façon, à cette occasion-là, c'est aussi cela qu'il exprime. Hasni Abidi, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Madame justement sur ce côté anti-occidental d'Erdogan, ou est-ce qu'il y a tout de même une spécificité française? Est-ce que sa loi sur le séparatisme d'Emmanuel Macron, est-ce que ce n'est pas de bon augure justement pour Erdogan? Est-ce que ça constitue là aussi une opportunité politique pour lui? Vous savez, les réactions ne sont pas seulement de la Turquie, mais même elles viennent de certains États proches de la France. Il y a un communiqué qui était très fort et de la part de ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, Ayman Safadi, du Maroc, et tout à l'heure de l'Haut Conseil islamique de l'Algérie, qui dépend de la présidence de la République. Donc il faut bien situer les choses. C'est un premier élément. Le deuxième élément, je suis un fervent utilisateur de Twitter et les réseaux sociaux. Le premier appel de boycott nous vient du Koweït, il nous vient exactement d'une société coopérative. Et les Turcs, ils sont intervenus plus tard en amplifiant un petit peu et en utilisant politiquement ces appels de boycott. Mais ils viennent surtout des pays du Golfe en premier lieu. Je pense que Erdogan, et ce n'est pas tellement mon avis, est un homme politique, c'est une bête politique. Il aime la scène. Le retour au califat, au devenir du califat du monde musulman, il sait qu'il n'a aucune chance. Les pays du Maghreb notamment et d'autres pays comme l'Égypte ne veulent surtout pas reconnaître à leurs frontières un nouveau empire ottoman. Mais il veut incarner un petit peu le renouveau du monde musulman parce qu'il a lu la carte aujourd'hui du monde musulman avec l'effacement de ce qu'on appelait jadis le poids lourd du monde sunnite, l'Arabie saoudite. Il voit qu'il y a une opportunité de rêve qui s'offre à lui, donc il essaye de la saisir avec bien sûr des dividendes sur le plan interne comme ça a été rappelé, mais aussi sur le plan externe. On n'est pas toujours dans un débat idéologique, c'est un débat qui est fortement politique, d'intérêt, d'enjeux économiques énormes. Il faut toujours rappeler qu'Erdogan a gagné parce qu'il a eu le bazar avec lui, mais il n'hésite pas aujourd'hui à utiliser les arguments religieux, confessionnels, pour justement consolider sa position. Rigoulet-Rosa, justement, on n'a pas entendu MBS, le prince héritier saoudien. Il y a une concurrence, effectivement, entre les deux? Ah oui, elle est avérée. Parce que l'Arabie saoudite n'a pas appelé, par exemple, à boycotter les produits français, contrairement justement à un certain nombre de pays du Golfe. Ni l'Arabie saoudite, ni les Émirats arabes unis, et qui sont justement les deux principaux pays qui ont été à l'origine de du blocus décrété contre le Qatar, qui est un des pays justement qui a eu une effervescence autour de ce problème évoqué justement par le président Erdogan. Et donc, on voit qu'il y a deux axes, en fait. On retrouve les deux axes. C'est aussi une ligne de fracture au sein du monde musulman. C'est pas uniquement une question par rapport à la France. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un axe turco-qatari qui promeut une forme d'islam politique. Et en face, les résistances organisées d'un autre front, d'un contre-front, en l'occurrence Arabie Saoudite, principalement les Émirats, pour lesquels la confrérie des frères musulmans est le cauchemar absolu. Et donc on retrouve bien cette ambivalence qui joue aussi, et c'est pas un hasard s'il n'y a pas eu de manifestation particulière sur les réseaux sociaux en Arabie ou aux Émirats, qui sont très surveillés, effectivement, il faut le dire. Mais en tout cas, c'est pas forcément un hasard. Et si on retrouve en revanche une effervescence au Qatar notamment. Antoine Bazouz, les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. Il nous reste 2 minutes pour terminer cette première partie. Ils ont attisé effectivement un peu tout ça. Alors, d'abord, les pays qui ont contesté sont des pays qui ne veulent pas être débordés et qui ne veulent pas être accusés de complaisance par rapport à ceux qui mettent en cause le prophète. Donc, ils ont été entraînés à rentrer dans le jeu sans conviction et au dernier jour. D'une part. D'autre part, l'Organisation de la coopération islamique qui siège à la Mecque a produit hier un communiqué, on dirait écrit par un énarque français, dans lequel il dit qu'il faut que les musulmans, où qu'ils se trouvent, respectent les lois des États où ils vivent. Et donc, pas du tout dans le langage vindicatif, dans les propos d'Erdogan. C'est étonnant. Et pourtant, dans le passé, il y a 10 ans, c'était de la Mecque, de ce genre d'organisation, que la contestation venait. Pourquoi, en un mot ? Parce qu'ils ont changé de cap, parce que ça fait 5 ans qu'ils sont en prison. Les barbus dans ces pays-là, notamment en Arabie, les wahhabites authentiques sont en prison. Il n'y a plus que les wahhabites de palais qui peuvent circuler. Et j'ajoute un dernier mot. Ça fait 10 jours qu'en Arabie et aux Émirats, que les produits turcs sont boycottés de façon massive. On se retrouve dans quelques minutes, juste après une courte pause.
Bienvenue dans la deuxième partie du débat sur France 24 consacrée à cette nouvelle passe d'armes entre la France et la Turquie. Recep Tayyip Erdogan qui a appelé au boycott des produits français et évoqué une campagne de lynchage des musulmans par certains leaders européens. Et puis il n'y a pas que la Turquie, mais des pays arabes comme le Qatar ou encore le Koweït ont appelé au boycott des produits français pour protester contre les propos d'Emmanuel Macron sur la liberté de blasphémer. La Jordanie a dénoncé la republication des caricatures. L'Organisation de coopération islamique qui réunit donc un certain nombre de pays musulmans a déploré les propos de certains responsables français susceptibles de nuire aux relations franco-musulmanes. Et le Maroc, le Maroc a également condamné. Antoine Bazbouche, je me retourne vers vous. Vous disiez en première partie que finalement cette déclaration de l'Organisation de coopération islamique n'était pas si virulente que cela. Je l'ai lu en arabe entièrement et j'ai constaté que c'était vraiment une déclaration très mesurée, qui n'est pas du tout violente, qui n'ont pas les choses et qui invite les musulmans à respecter le droit dans les pays où ils vivent. Donc, il n'y a pas du tout de virulence dans cette déclaration. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'a dit Erdogan d'un côté et ce qu'ont pu affirmer justement ces différents pays arabes, La Turquie n'est pas un pays arabe, je tiens à le rappeler, comme le Qatar et le Koweït. Est-ce qu'il y a des liens ? À vrai dire, il y a deux axes. L'axe Turquie-Qatar, c'est une alliance structurelle qui est autour de la mouvance des frères musulmans. Ce sont les deux pays qui parrainent les frères musulmans, qui hébergent leurs dirigeants. Et à travers eux, tous les réseaux des frères musulmans dans tous les pays arabes, fussent-ils visibles ou invisibles, sont à l'œuvre à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est une évidence. En revanche, des pays comme l'Arabie, comme les Émirats, même des pays de l'Afrique du Nord qui sont venus à ce discours de condamnation en traînant les pieds, ils l'ont fait pour ne pas être, accusés d'être mous par rapport à la défense du prophète. Donc, ils sont venus en dernier pour juste faire une apparition, mais il y a des gens qui n'étaient pas, qui ne sont pas islamistes et qui ont adhéré juste parce qu'ils ont été submergés, parce qu'il y a une vague, une propagande qui a porté ses fruits. La France exporte, en tout cas, lorsqu'on regarde un peu les chiffres, 1,3 milliard d'euros de produits alimentaires, essentiellement vers le Moyen-Orient. Les Émirats accueillent la plus forte communauté d'expatriés français. Et il y a à peu près 70 entreprises françaises qui ont des projets en Arabie Saoudite. Alors, on va voir ce qu'en dit Franck Riester. Il est délégué de l'Europe et aux affaires étrangères, ce qu'il en a dit aujourd'hui. Ce sont des boycotts de produits agroalimentaires. L'agroalimentaire, c'est à peu près dans les pays du Moyen-Orient, un peu plus d'1 milliard d'exportations. 4% seulement de toutes les exportations de produits agroalimentaires dans le monde. Donc c'est assez limité. David Rigolet-Grosz, c'est vrai qu'il dit que c'est limité, le ministre. Mais enfin, si ça concernait l'Arabie Saoudite, ça serait peut-être plus important, là, pour le coup. Oui, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais effectivement, c'est relativement limité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, parce qu'il ne faut à la fois pas surestimer et pas non plus sous-estimer le problème que ça peut constituer, parce qu'il y a une dimension virale avec les réseaux sociaux. Comme M. Bazbouche l'évoquait, c'est effectivement, il y a l'axe structurant et puis il y a toute l'effervescence qui traverse les réseaux sociaux avec les trolls, etc. Et d'ailleurs, on peut noter que les pays où il y a eu cette effervescence, que ce soit la Jordanie, c'est pas les autorités jordaniennes, c'est un parti islamiste jordanien qui s'est manifesté. Le Hamas, c'est pas forcément une surprise, puisque le Hamas est un pays, une entité qui, à Gaza notamment, promeut l'islam politique soutenu par la Turquie et le Qatar. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas forcément une surprise. Il y a un caractère anecdotique, c'est le drapeau qui a été brûlé dans le nord de la Syrie par un groupe proche de la Turquie. En fait, il y a eu manifestement une erreur, puisque c'est un drapeau néerlandais qui a été pris pour un drapeau français. Mais en tout cas, ça montre qu'effectivement, il y a une dimension très, très instrumentalisée quand même de ce caractère viral. Et le Maroc ? Alors, le Maroc, c'est plus embêtant, parce qu'effectivement, la France a des liens très, très étroits avec le Maroc. Mais effectivement, le Maroc s'est probablement senti obligé de marquer une forme de désapprobation par rapport à une opinion publique qui pouvait être sensible à la stratégie justement du président turc. Et puis, le Maroc a aussi des liens avec le Qatar. Donc, il y a une dimension multiforme et multifactorielle. C'est plus surprenant, non ? Hasni Abidi, la condamnation du côté du Maroc, c'est plus surprenant ?
Il y a deux niveaux. D'abord, il y a les condamnations. Par exemple, au Maroc, on avait une condamnation officielle, mais on avait même un tweet du chef de gouvernement, M. Al-Othmani, qui vient de partis islamistes, donc de partis de justice et développement. Mais vous savez qu'il y a une réalité, hein, donc, au Maroc. C'est une sacralité, le prophète de Mahomet. Aussi, le discours contre les séparatismes a probablement aussi choqué une partie de la population. Donc, il ne s'agit pas seulement une alliance avec le Qatar ou avec les frères musulmans. Il y a une réalité musulmane qu'il faut aussi prendre en considération. Donc, le premier niveau, c'est le niveau des condamnations. Et c'est une condamnation qui est presque de strict minimum donnée par les gouvernements face à une opinion publique qui attend une réaction, une réponse de leur gouvernement. En revanche, jusqu'à ce jour, aucun État arabe n'a demandé au boycott des produits français. Et ça, c'est un élément important et capital, non seulement parce que le commerce passe par les États, même s'il y a des hommes d'affaires et des grandes sociétés qui s'occupent de l'import et l'export avec la France, mais les gouvernements quand même ont tenu à ne pas s'embarquer dans cet appel au boycott, mais ils se sont contentés dans des communiqués émanant plutôt du ministère des Affaires étrangères. Donc ça montre une certaine prudence, une pression de la rue et un souci de ne pas envenimer les choses. Donc vous distinguez en fait, Hasni Abidi, le communiqué du Qatar et du Koweït à une manifestation plus directe du côté de leur gouvernement qui n'a pas eu lieu. Il y a une distinction à faire. Oui, il y a une grande distinction. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu un seul gouvernement qui appelle au boycott, mais pas du tout. Mais même l'Université du Qatar qui a reporté la semaine culturelle, ce n'est pas un indicateur objectif pour dire que le Qatar va vraiment appeler au boycott, d'autant plus que le Qatar est un grand investisseur et un grand actionnaire dans plusieurs fleurons de l'économie française. C'est du contresens. Et vous savez que les pays du Golfe, ce sont des véritables marchands. Ils tiennent beaucoup à leur bourse. Par contre, oui, des communiqués, lisser en tout cas certaines figures faiseurs d'opinion dans les milieux, dans les réseaux sociaux, communiquer, écrire, ça c'est tout à fait possible, mais on essaie de ne pas en tout cas mêler la position officielle de l'État à cet appel de boycott. Mais évidemment, reste tout de même, vous avez des universitaires, même des universitaires émiratis, saoudiens. Il y a une histoire qui est passée inaperçue. Le gouverneur est très important de la Mecque a reçu l'ambassadeur français et ça n'a pas été trop médiatisé, mais bien sûr, au menu, c'était l'histoire justement du discours du président français sur les séparatistes. Nora Seigny, Islamabad, pour quitter justement les pays du Golfe et le monde arabe, mais parler du Pakistan, là aussi, l'ambassadeur de France au Pakistan a été convoqué par Islamabad pour se plaindre de la campagne islamophobe systématique du président Emmanuel Macron. Le Bangladesh a également condamné. Pourquoi tant de plaintes à l'égard de la France de ce côté-là, du Pakistan et du Bangladesh ? Écoutez, je crois qu'il y a une espèce de surenchère de qui va pouvoir s'indigner plus fort contre le pays qui a blasphémé. Mais pour revenir à la question du boycott, M. Erdogan a en effet appelé au boycott. Et ça serait très étonnant que ce soit un boycott suivi des faits, puisque l'item le plus exporté de la part de la France vers la Turquie, ce sont les avions et les ustensiles qui vont avec. Et je ne vois pas l'armée turque ni les marchands d'armes, l'industrie d'armement en Turquie se passer de cette manne, enfin de cet item de l'exportation française. Vous pensez que ce boycott appelé par Erdogan ne sera pas en fait appliqué en Turquie? En tout cas, ce que nous disait notre correspondant aujourd'hui, il n'a pas vraiment vu de différence. Pardon? Vous pensez que ce boycott ne sera pas véritablement suivi en Turquie? Non, je pense en effet que ça sera peut-être sur pendant une semaine, des fromages français ne seront pas achetés ou quelque chose de cet ordre. Mais sinon, c'est surtout la Turquie qui vend des produits à la France. Il y a un décalage dans les exportations. La France exporte moins qu'elle importe de la Turquie.
Elle importe des produits pharmaceutiques, l'automobile et le textile, si vous voulez. Et l'habillement que la France exporte vers la Turquie, c'est du textile aussi. Ça entre dans la section du luxe plutôt. Et là aussi, je ne pense pas que ça sera suivi de boycott, que le boycott sera efficace. David Rigouleiro, ça veut dire que c'est un peu du bluff, tout ça, de la part de Erdogan? C'est un animal politique, donc il sait très bien jouer de la communication, des effets de manche, des postures martiales, parce que évidemment ça a une incidence, un écho, notamment chez lui, en interne. Mais en même temps, effectivement, il sait très bien, il est pragmatique, ce que rappelait M. Abidi, c'est-à-dire qu'il sait très bien jusqu'où il faut aller. D'ailleurs, quand il y a vraiment une réponse, il fait marche arrière. Et là, la vraie question qui va se poser, c'est par rapport au sommet européen de décembre, puisque lors du dernier sommet européen, le 1er et le 2 octobre dernier, il y avait eu des sanctions qui avaient été prévues pour le Bélarus, et le spectre des sanctions contre Erdogan, enfin contre la Turquie, avait été posé en disant on verra, on fera le point à partir du mois de décembre, on verra ce qu'il en est. Justement, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, en a reparlé, a remis cela sur la table, mais enfin c'est encore remis pour l'instant. Oui, mais ce qui est significatif, en revanche, c'est la déclaration d'Angela Merkel. Quand on sait le poids, l'importance de la communauté turque en Allemagne, les relations étroites que l'Allemagne entretient, y compris commercialement, bien sûr, avec la Turquie, la voix d'Angela Merkel est tout sauf neutre. Elle avait été effectivement très peu entendue. Oui, et là, elle a été très claire, et donc c'est un signal aussi qui est envoyé au président Erdogan, à charge pour lui de prendre en considération ce que ça signifie, parce qu'il y a la perspective dans ce sommet européen, effectivement, d'envisager très concrètement de possibles sanctions. Antoine Besbous, vous pensez effectivement qu'il y a un rapport de force avec les Européens et que les Européens, en fait, ne doivent pas lâcher sur cette question des sanctions contre la Turquie? Erdogan méprise les Européens. Il les trouve, pardon pour l'expression, couilles molles. Et donc, c'est un ventre mou dans lequel il avance. Et personne ne l'a jusque-là arrêté. Il y a une tentative en Méditerranée de l'Est cet été qui a arrêté, plus ou moins ralenti, la progression d'Erdogan. Mais finalement, si l'Europe ne se manifeste pas, si les alliés occidentaux de la France ne sont pas à ses côtés, eh bien, il va isoler la France, il va continuer sa propagande et ses manœuvres. C'est un manœuvrier de première classe, Erdogan. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est que la communauté musulmane qui vit en France, qui est française, qu'elle s'exprime. Vous savez, il faut dire une chose. Il faut exprimer en disant qu'il fallait justement penser aux intérêts nationaux de la France. Pas simplement dans un communiqué. Il faut dire qu'en France, un musulman est plus heureux pour exprimer sa foi, pour l'exercer, qu'un chiite en Arabie, qu'un sunnite en Iran ou qu'un chrétien en Turquie. Donc la laïcité à la française a beaucoup de bonnes choses. Il faut l'exprimer, il faut le dire. Il faut transformer cette communauté en ambassadeur de la laïcité et du modèle français. Est-ce qu'il faut mieux l'expliquer, la laïcité à la française, Hasni Abidi? On demande beaucoup aux musulmans de France, surtout en ce moment. C'est-à-dire ils doivent, à chaque fois qu'il y a une attaque contre la France ou les intérêts de la France ou contre la laïcité, on demande aux musulmans français de sortir du bois et exprimer leur attachement. Je pense que c'est contre-productif. Les musulmans, en grande partie, comme vous le savez, vivent leur citoyenneté, ils vivent aussi leur religion d'une manière tout à fait paisible. Et je pense que de leur demander de s'exprimer, ce n'est pas vraiment une réponse. C'est au contraire, c'est encore glisser vers le religieux. On doit les laisser vivre justement cette citoyenneté comme ils le vivent aujourd'hui. En revanche, le communiqué de conseil du culte musulman, très important de M. Moussaoui, qui on sait très bien ses attachements, et aussi de M. Benchir, qui est à la tête de la fondation, disons s'il y a un débat sur la loyauté, elle est pour la France. C'est-à-dire qu'il faut absolument s'attacher à la citoyenneté. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va donner donc de l'écho aux manœuvres de M. Erdogan en demandant aux musulmans de sortir et exprimer leur attachement à la laïcité, qu'ils la vivent et qui sont, à mon avis, sont convaincus. La preuve, c'est qu'ils vivent, ils veulent continuer de vivre dans ce pays. Nora Seni, pour revenir justement sur le rapport de force avec les Européens, jusqu'où peut aller cet affrontement, à votre avis, entre la France et la Turquie? Est-ce que l'Europe doit être plus ferme à l'égard de la Turquie? Allez, c'est déjà assez tard dans cette posture. L'Europe aurait dû prendre des positions beaucoup plus radicales vis-à-vis de la Turquie à partir de
à partir de cet été, par exemple, ou bien avant encore sur la question, à partir de la question syrienne, il y a quelque chose comme ça, soit d'une sidération, soit de quelque chose d'assez difficile à expliquer. Autant des États-Unis, d'ailleurs, qui n'ont pas fait suivre de sanctions le fait que la Turquie ait acheté des antimissiles S-400 à la Russie. Il n'y a pas eu de sanctions véritables des États-Unis, comme il n'y a pas de sanctions de l'Union européenne lorsque la Turquie menace un membre de l'Union européenne, la Grèce, et lorsque l'armée lorsqu'il y a eu cet incident maritime avec la France. Donc, je pense qu'en effet, la Turquie, mais en revenant sur la question allemande, les Allemands, l'Allemagne a énormément de réticence à se prononcer contre la Turquie. Et je ne pense pas que ce soit uniquement à cause de la population musulmane turque qu'elle héberge, mais c'est une autre position, c'est la façon dont l'Allemagne se projette au sein de l'Union européenne avec une vision temporelle extrêmement courte, je dirais, parce que la Turquie, à cause aussi parce que l'Allemagne a pris ses positions sous Angela Merkel dès 2007, la Turquie est passée d'une position de défenseur du flanc est de l'Europe, du monde occidental, à une menace vis-à-vis de l'Union européenne. Et vis-à-vis de cette position-là, dans cette position-là, l'Allemagne a quelque chose comme une responsabilité importante, je trouve. David Rigoleros, vous pensez que l'Allemagne devrait frapper du poing sur la table un petit peu et se joindre à Emmanuel Macron dans ce rapport de force que le président français a tout de même jusqu'à présent, il y avait Erdogan. Il y avait une forme de partage des rôles, on l'a vu au moment de la crise des tensions méditerranéennes orientales, c'est-à-dire que c'était un peu la politique de la carotte et du bâton. Le président Macron qui était dans une logique plus martiale, plus affirmée sur le plan justement éventuellement sanctionnel, et puis la position d'Angela Merkel qui était dans une logique plus de médiation. Donc les deux, c'était, je fais référence aussi quand ils se sont rencontrés au fort de Brégançon, hein, et donc ils en avaient parlé abondamment. Donc il y avait ce partage de rôle avec effectivement des réticences structurelles de l'Allemagne, à la fois par rapport à son histoire et par rapport à la Turquie. Mais le problème, c'est que je pense qu'un certain nombre de pays commencent à comprendre que le fait de ne rien dire va le laisser aller plus loin. Alors la question... Justement, jusqu'où va-t-il aller, Erdogan ? En réalité, il a une marge de manœuvre importante. Le président Erdogan, il ne comprend que les rapports de force. Donc en réalité, à partir du moment où il sent qu'il y a une résistance réelle en face, il s'arrête parce qu'il est pragmatique, il est pas fou. Donc là, pour l'instant, il ne l'a pas senti. Non, jusqu'à présent, il ne l'a pas senti parce que dans les étapes qui se sont manifestées, à chaque fois, il a pu avancer des pions et finalement, il n'y avait pas de retour de balancier. Ça pourrait changer s'il y avait un certain nombre de mesures qui étaient prises à son endroit. C'est-à-dire des sanctions européennes, Antoine Besbous ? Non, Erdogan ne reconnaît que le rapport de force. Or, en face, il y a un Trump qui a démissionné, qui ne s'intéresse pas à l'international. Les États-Unis n'ont plus rien à faire avec ce qui se passe du côté de la politique d'Erdogan ? Non, même l'OTAN s'est relâchée. Donc, de ce fait, Erdogan, qui n'a peur que de Poutine et d'Israël, mais il ne touche pas à Israël, il a appris à gérer Poutine. Et bien, du coup, il est face à des manœuvres devant un ventre mou. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du chantage. Il a les vannes de la migration. Il dit, je vais ouvrir les vannes, donnez-moi de l'argent. Et ainsi, l'Europe fléchit. Madame Merkel a 3,5 millions de Turcs chez elle, 8 000 mosquées. Mais ces Turcs-là ne sont pas tous des gens d'Erdogan. Il y a la moitié qui est kurde. Et la moitié des Turcs ne sont pas pour Erdogan. Donc, il y a beaucoup de chantage dans le langage, dans le discours, dans les significations, les signes envoyés par Erdogan à l'Europe, mais l'Europe ne réagit pas. Il a retiré ses navires de prospection quelques jours avant un sommet européen. Et une fois que le sommet n'a pas pris de décision, il les a renvoyés. Et donc, il joue avec l'agenda européen parce qu'il voit que ce sont des gens qui veulent laisser faire, qui sont mous. Hasni Abidi, jusqu'où peut aller Erdogan ? Il peut aller très loin. Il a une grande longueur d'avance par rapport à nous, par rapport à l'Europe.
Il a investi politiquement des zones qu'on a désertées dans des conflits importants, la Syrie, évidemment le Liban, l'Irak, la Libye, bientôt le Sahel. On le voit bien aussi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il serait très difficile donc de le perturber, de le déloger dans ces zones, sans parler bien sûr de la Méditerranée orientale. Pour Conflit Erdogan, aujourd'hui. On n'aurait pas un conflit ouvert, un conflit militaire avec Erdogan. un contact militaire, ce n'est pas ce qu'il affectionne le président Erdogan. En revanche, pour lui, c'est la France qui a réussi à dresser un front contre lui en Méditerranée orientale. Souvenez-vous de ses manœuvres militaires avec la Grèce, avec l'Égypte et avec les Émirats arabes unis. Erdogan sait que finalement, s'il y a des sanctions, et comme vous le savez, les sanctions sont prêtes, on n'attend que le sommet du mois de décembre. Il y a un ultimatum qui a été lancé pour dire on va attendre le comportement de M. Erdogan pour décider de ces sanctions contre des entités économiques et militaires turques et contre aussi l'économie turque. Si évidemment ces sanctions sont prises lors du prochain sommet, je pense que Erdogan a vraiment la voie libre pour passer à une vitesse supérieure et l'escalade va connaître, à mon avis, des éléments des nouveaux qui sont inquiétants. Et c'est pourquoi l'Allemagne veut ménager cette petite place de médiateur entre la Turquie et la France, parce qu'elle est consciente que l'escalade n'est pas positive pour la région et pour la sécurité en Méditerranée et aussi au sein des membres de l'Union européenne, qui n'ont pas besoin encore d'un conflit pour alourdir la facture interne de l'Union européenne. Merci beaucoup Hasni Abidi, merci David Rigolet-Rose, merci Antoine Basbous et merci également par Skype Nora Seni. Merci à vous de nous avoir suivis, restez avec nous sur France 24.